Bon, mais bienvenue. Merci. Merci. Je suis Dany Nassif. Et voilà, on a Johanna qui nous rejoint aussi. Ah! En extérieur. Et en tout cas, je suis ravi de vous avoir ici aujourd'hui et qu'on puisse échanger sur ce thème de... C'est toujours le thème de la relation qu'on travaille, nous, hein. Et là, l'idée aujourd'hui, c'était de l'aborder au travers de... Parce que finalement, vos relations professionnelles, en quoi elles sont alimentées par ce qui nous vient de la thérapie de couple. Euh, alors, vous voyez tous mon écran, j'imagine. On va juste faire un tout petit tour d'écran pour vous permettre de vous présenter et de juste en deux mots qui vous êtes, ce qui vous amène aujourd'hui. Et puis finalement, de par ce titre, quel est le lien que vous faites avec, entre peut-être voilà, thérapie de couple et relations professionnelles, en quelques mots. Je suis un peu curieux de voir ce que ça vous évoque, vous, quoi. Alors, qui a envie de se lancer? Moi, je peux me lancer. Donc, je suis Gaëlle, je suis en Belgique. Moi, j'ai entendu parler de Horsk via sûrement quelqu'un que vous connaissez, deux personnes, Audrey Boagel et Pierre Mine, Mhm, absolument. voilà, qui sont actifs dans le domaine du développement du leadership. Et moi, je suis dans le domaine de l'executive search, mais également dans tout ce qui est le domaine du coaching avec le développement des personnes en entreprise. Hmm, Euh, et en fait, pour moi, les relations, c'est clairement, c'est vraiment un des outils qui est très intéressant et je me suis face. Donc, ça fait longtemps que et j'adore la systémique. Donc, moi, j'ai depuis toujours une approche plutôt systémique comme ça, de manière assez intuitive hmm, sur les choses. J'ai aussi vécu beaucoup à l'étranger, donc je regarde beaucoup les comportements humains, les cultures avec un autre regard. Et en fait, la semaine passée, on m'a énuméré 4 problèmes. Alors, des problèmes professionnels et de couple. Et je me suis oui, dit, les 4 étaient liés au relationnel, en fait. Je me suis dit, c'était, en fait, le fil conducteur, c'était les relations qui les bloquaient. relations. Et Ah c'était oui, voilà, ah privé, oui. professionnel, équipe. Et je me suis dit, c'est dingue parce qu'en fait, là, je me suis dit, ah ouais, quand même, peut-être, voilà, avec davantage d'outils, tu pourrais aider. Et Oui, voilà, il y a plein de liens pour moi de systémique que je fais déjà dans ma tête, même si j'ai pas encore tous les outils. Voilà. super, merci Gaël. Et effectivement, tout est relation. Nous, on vit pas dans un monde isolé. On est en relation avec le monde autour de nous. Et c'est pour ça que nous, enfin, dans Hearst, et je vous en parlerai un peu plus, une de nos taglines, c'est vivre la relation autrement. Voilà, et vivre des relations justes. C'est ça aussi qui est important. Ok, merci Gaël. On accueille aussi Sébastien. Sébastien, si vous pouvez mettre votre caméra parce qu'on ne vous voit pas. Super, voilà. Cool. Me voici. Bonjour, veuillez m'excuser pour le retard. Pas de souci. C'est sympa parce qu'on est passé du coup au-delà du quorum des 50% de présents. Donc c'est cool. Merci Sébastien. On était en train de faire un petit tour. Gaël avait commencé pour partager ce qui vous amène aujourd'hui, ce qui vous intéresse, et puis aussi le lien que vous faites entre relations pro, thérapie de couple, puisque c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Qui prend la suite? Allez, je me lance. Allez, Sylvie. Donc Sylvie, je suis en France, actuellement en transition professionnelle. Je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité. J'ai évolué pendant presque 15 ans dans les ressources humaines. J'ai touché un peu à tout, l'administration du personnel, développement RH, droit social, Ok. recrutement. Et ce qui m'amène aujourd'hui, c'est vraiment, je le vois souvent, le lien entre les relations entreprises et les relations au sein d'un couple. Comment convaincre, comment faire adhérer,
régler les conflits, les incompatibilités d'humeur ou de personnalité. Voilà, et c'est ce qui m'intéresse, et comment moi au quotidien, ou comment nous au quotidien, on peut transposer peut-être ce qui marche bien au sein d'un couple en entreprise, ou Et inversement. vice-versa. Voilà, mais je pense qu'avec vous, ça va être au-delà de juste une transposition des actions qui sont réalisées. Bah, super. Donc, le titre, il était vraiment fait pour la question que vous vous posiez, quoi, du coup. Exactement. C'est sympa. Super. Merci, Sylvie. Merci. Allez, Johanna. Oui, maintenant je suis dedans. Excusez-moi, je peux rien faire, il y a un petit musique. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. On n'entend rien. C'est Johanna Businelli, donc je suis italo-anglaise et à Paris depuis 12 ans maintenant. Carrière de executive dans tout ce qui est dans les multinationales beauté, marketing et innovation et direction générale. Et pendant le Covid, j'ai eu un questionnement sur mon sang. Et c'était un magnifique moment. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer malgré ma carrière fabuleuse, des gens magnifiques. Je ne pouvais pas continuer à faire ça pendant 10 ans. Alors, je me suis dit, la seule chose qui vraiment je tiens au cœur avec mes 25 ans de carrière, c'est people, les gens, les équipes dans le monde entier, les relations, etc. Et donc, j'ai écrit mon rêve de faire executive coaching où je pouvais transmettre et aussi où je pouvais créer une unité à part pour faire du volontariat, du pro bono pour des femmes qui manquent de confiance, etc., pour les énergiser et les aider à trouver leur sens et leur estime de soi après une rupture difficile dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là en Italie, en France, en Angleterre, où j'ai vécu, aux États-Unis aussi. Donc, voilà, et j'ai écrit mon rêve et je l'ai acté. Donc là, je suis actuellement étudiante à 55 ans à IMD Lausanne parce que je voulais retrouver quelque chose très, très haut niveau avec des gens qui ont fait 20 ans de management. Ça, c'est les critères pour entrer dans l'International Executive Coaching Certification à IMD Lausanne. Et c'était un magnifique voyage transformationnel qui est en train de venir à la fin. Je fais ma graduation là à fin mai et je suis sur la bonne voie. J'ai bien fait de rêver parce que c'est au-delà de mes expectations. Je pratique coaching. Maintenant, j'ai 15 clients dans le monde entier, tous des directeurs avec des problématiques ou des opportunités différentes. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc là, je suis sur la bonne voie. Et je suis aujourd'hui, je me suis connectée, parmi vous, parce que pour complémenter ma formation, je voudrais continuer dans le second semestre de 2025 avec un très bon training sur tout ce qui est team coaching. Systémique. Je suis en train de regarder 3 différentes London, Paris et aussi US pour pouvoir continuer, en continuant mes clients et accroître ma base de clients, mais pour m'assurer de compléter mon parcours. Et Alexandre Naudin, il me semble, il s'appelle Naudin ou Gaudin, excuse-moi. Voilà, merci. C'est un coach qui m'a parlé de vous. C'est Pauline qui est sur votre liste de coach, votre portefeuille de coach, Pauline. Et donc, comprendre qu'est-ce que c'est ORSC. Donc, oui, les relations m'intéressent, mais je suis honnête. Aujourd'hui, c'est vraiment comprendre qu'est-ce que c'est ORSC. Parce qu'on m'a très réputé et on m'a beaucoup parlé de ça. Et voilà. Vous êtes au bon demande endroit, une Johanna. question.
Danny, je vous demande juste une dernière question. Combien de temps à peu près le séminaire va durer, le webinaire va durer, juste pour que... On j'ai un va autre... jusqu'à 14 heures maximum. Voilà, 14 heures. OK. Enfin, Alors, après, moi, je reste avec malheureusement... vous. S'il y en a qui ont des questions, je peux rester un peu avec vous, mais OK. voilà, OK. normalement, on finit à 14 heures. Malheureusement, j'ai un autre rendez-vous. Je dois choper un taxi. À 13h50, je dois décrocher d'où je suis. Ça, c'est comme 13h50, OK. 13h55. Merci OK. beaucoup et Merci, ravi de Johanna. vous rencontrer. Sébastien, en quelques Oui, mots. bonjour à toutes et tous. Je suis Sébastien Ramos. Je suis coach professionnel, coach individuel et coach d'équipe. Formateur aussi en management depuis plus de 10 ans maintenant, après une carrière dans le marketing, dans la communication. Et je suis là parce que je suis curieux. Je suis là parce que je suis systémicien aussi. J'ai déjà participé à un webinaire il y a 2-3 ans maintenant sur, je ne sais plus quel était le thème. Et je suis là aussi parce que un des pas possibles pour mon futur professionnel, c'est d'ouvrir le coaching aussi, d'ouvrir à la thérapie de couple. Et donc, je trouve ça intéressant de faire ce pont-là entre ce qui se passe en entreprise, dans les organisations, et puis la thérapie de couple. Voilà la raison de ma présence ici. Super. Merci, bienvenue à vous quatre. J'aime bien la diversité qu'il y a dans la salle parce que ça se retrouve aussi un peu dans la salle de classe finalement quand les gens viennent se former chez nous. On a autant des opérationnels qui sont en poste, qui veulent venir comprendre un peu plus la systémie et les relations que des personnes qui sont déjà coachs et qui veulent se former dans la meilleure école de coaching systémique, et c'est chez nous, comme des personnes qui viennent se former dès le début au coaching collectif et au coaching individuel. Voilà, vous reflétez assez bien ce qu'on retrouve dans notre salle de cours. Donc, je suis Dany Nassif, je co-dirige le cabinet Birds. Je suis également coach en individuel et coach en collectif. Et je suis également formateur au sein du programme HORSC. Donc, si vous décidez de nous rejoindre, on se retrouvera certainement à un ou deux ou plusieurs des modules de formation. Et juste pour vous situer rapidement, Birds, c'est un cabinet de coaching et de formation en France qui distribue le programme HORSC. Le programme HORSC, c'est un programme de coaching qui s'appelle Organizational Relationship Systems Coaching. Donc, c'est un programme de coaching qui a été développé par Marita Friedjohn et Faith Fuller, qui sont les deux fondatrices de l'entité qui s'appelle CRR Global. Voilà, donc vous retrouverez un petit peu ces différents termes. CRR Global, c'est la maison mère, c'est elle qui chapeaute les 25 partenaires dans les différents pays, qui chapeaute la faculté de formateurs HORSC, qui sont des formateurs certifiés par la maison mère et qui sont qui forment aux quatre coins du monde, de façon à avoir la même expérience de formation que vous suiviez la formation en France en français, ou en Angleterre en anglais, ou à Amsterdam en anglais également, par exemple, ouais. Ou aux US à plus forte raison. Voilà, juste un petit peu pour vous situer ces trois termes. Et on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler. On va aborder HORSC en tant que tel à la fin, mais l'idée, c'est de vous parler d'un aspect qu'on traite dans le programme HORSC, et c'est effectivement la notion les clés et les secrets qui font que les relations durent et s'épanouissent. Et les relations, Sylvie, que ce soit les relations perso ou les relations sur le lieu de travail. Et pour ça, on va regarder un peu plus ce qu'on appelle les toxines de la relation, les cavaliers de l'Apocalypse et leurs antidotes. Et puis, je vous parlerai un petit peu à la fin du modèle HORSC pour vous donner un peu les clés. Et vous trouverez tout ça de toute façon sur le site pour creuser un peu plus si vous le souhaitez sur le modèle. Ça vous va en termes d'output pour... encore une fois, moi, je suis disponible aussi après 14 heures, si vous avez envie de creuser sur certains sujets, notamment par rapport à la structure du modèle ou des modules de formation. Okay. Donc là, aujourd'hui, on parle on parle toujours de relations, mais plus particulièrement de clés et de secrets des relations qui durent. Et pourquoi on parlait de la thérapie de couple? Et on faisait ce lien-là, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça a commencé avec ça a commencé en 86. Si on fait un voyage dans le temps,
on remonte en 86, on remonte à Seattle, Washington University, et ce qui s'appelait le Love Lab. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Love Lab déjà. Le Love Lab, ça a été créé en 86 par Levinson et Gottman. Et c'était vraiment un endroit, vous le voyez là, c'est un appartement, une maison à l'américaine, qui a été un lieu de recherche où Gottman et Levinson, en fait, ont observé en situation des couples. Et ils les ont observés pendant 24 heures. Et ils les ont ensuite suivis dans le temps pour étudier qu'est-ce qui faisait que ces couples-là fonctionnaient. Donc l'idée, c'était d'observer les couples et de voir les comportements, les interactions qu'il y avait dans ces couples-là, en allant au-delà simplement de l'observation visuelle, mais aussi en regardant les liens qu'il y avait entre des réactions et puis ce qui se passait physiologiquement dans leur corps. C'est pour ça que les personnes qui arrivaient, ils leur mettaient les capteurs et ils les mettaient ensuite, ils étaient filmés et pendant 24 heures, ils étaient filmés tout le temps, sauf dans les moments intimes, ils étaient mis en situation et en fonction, et ils étaient observés et tout était enregistré. Et ces études ensuite ont été décortiquées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite les couples ont été suivis dans le temps. Et suivis dans le temps pour voir quel couple durait et quel couple finalement s'arrêtait, à quel moment il s'arrêtait. Et ils ont fait le lien entre les comportements qu'ils pouvaient observer en situation et les couples qui finalement s'arrêtaient et s'arrêtaient tôt. Okay. Et c'est ça toute la puissance de Gottman et Levinson, c'est qu'ils ont fait cette étude dans le temps sur plus de 20 ans. Et ce que je vous présente là, c'est une infographie des travaux du Gottman Institute. Ensuite, on va se focaliser sur les quelques résultats sur lesquels je vais attirer votre attention et qu'on reprend, nous, beaucoup dans HRSC. Mais là, il y a un truc qui est fabuleux, c'est que Gottman, grâce à son modèle, qui fait le lien entre les comportements et les relations, il arrive à prédire avec 90% de justesse, en observant des couples, s'ils vont divorcer ou rester ensemble. Ça fait un peu flipper, hein. On n'a pas envie d'aller se faire observer par, je suis d'accord, et c'est pas ça le plus intéressant, mais en fait, ce que ça montre quand même, c'est la pertinence des analyses et des constats qu'ils ont faits. C'est un modèle, c'est a posteriori qu'ils vérifient, évidemment, hein. Donc, c'est pas le côté prédictif qui est intéressant, c'est plus le côté de confirmer que, oui, effectivement, ces comportements qu'ils ont trouvés, ces dysfonctionnements dont je vais vous parler, effectivement, ils sont à l'origine du succès ou de l'échec d'un couple, et si on extrapole un petit peu d'une relation. Alors, il a aussi confirmé ou trouvé que la moitié des mariages ou des relations qui s'arrêtaient, dans les premières 7 années. Le fameux cap des 7 ans. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont trouvé. Info intéressante ici qui nous concerne aussi, mesdames et messieurs, c'est ces statistiques. Alors, les Stonewallers, stonewalling, c'est ce qu'on appelle la dérobade. C'est le fait d'éviter de parler des sujets. Hein, se dérober, ne pas vouloir parler des sujets. Un constat intéressant de l'étude, c'est que 85% des personnes qui sont dans la dérobade sont de sexe masculin. Voilà, je vois Gaël qui acquiesce. Voilà, c'est du vécu, je reconnais. Et à l'inverse, 80% des fois où ce sont les femmes qui mettent les sujets sur la table. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'ils ont constatées. Voilà, et pour vous donner aussi un exemple du fait qu'ils font le lien avec l'aspect physiologique,
la dérobade, le fait de ne plus vouloir parler du sujet, quand il le constatait, à chaque fois, il constatait que le heart rate, ah, le battement de cœur, enfin, voilà, voilà, les pulsations, ils étaient à 100 pulsations minutes. Hein, donc, ça allait de pair avec, effectivement, une forme de stress, une forme d'anxiété qui fait que derrière, la personne, effectivement, se développe. Bon, ça, c'est dans une infographie. Il y a pléthore, je vous indiquerai le livre qu'a écrit Gottman, qui est très, très intéressant. Et si on se focalise sur certains résultats qu'on reprend, nous, beaucoup donc tout ça, ça vient effectivement de la thérapie de couple. Hein. Derrière, c'était de la thérapie de couple. Gottman et son épouse font des séminaires pour, justement, les thérapies de couple. Mais ce qu'on a pu constater, et ce qu'on a repris dans le modèle, quand je dis on, c'est les fondatrices, c'est que ces résultats-là, en fait, se transposent dans le fonctionnement, quel que soit le type de relation. Vous enlevez l'intime, la relation que vous avez avec votre collègue au bureau, votre manager, vous allez retrouver les mêmes sujets qui sont là. Premier résultat, extrêmement intéressant, extrêmement puissant, c'est que 69% des problèmes dans les relations ne peuvent pas être résolus. Ils sont liés au caractère. Donc, ils sont liés à des choses qu'il est extrêmement difficile de changer. Et donc, on ne peut pas résoudre le problème en lui-même. Du coup, quelle peut être la solution? Qu'est-ce qui vous vient? Agir sur la relation, peut-être? Agir sur la relation et finalement savoir vivre avec ça, finalement, s'adapter à et vivre avec ça. Vous voyez. Donc, et vous pensez le nombre de fois où on essaie de changer la personne qu'on a en face à nous. Hein. Voilà, 70% des cas, c'est pas possible. Il faut fonctionner autrement. Autre point intéressant aussi, c'est qu'ils ont constaté qu'en fait, l'une des caractéristiques des couples qui duraient, ce n'est pas l'absence de conflits. C'était le fait qu'ils avaient des conflits, ils n'étaient pas toujours d'accord, ils pouvaient être en conflit, sauf que ce qu'ils constataient chez eux, c'est de la positivité pendant le conflit. Donc pendant qu'ils n'étaient pas d'accord, pendant qu'ils s'engueulaient, il y avait quand même de l'empathie, il y avait du rire, il y avait le fait de l'humour, hein, il y avait de l'affection. On n'est pas d'accord, on s'engueule d'une certaine façon, on est en conflit, mais il y a ces comportements positifs qui sont pendant le conflit. Là, songez aussi à vos relations, que ce soit de couple ou sur le milieu professionnel. Est-ce que vous arrivez effectivement à mettre cette positivité pendant les moments où vous êtes en conflit? C'est pas habituel, hein, mais c'est indispensable. Et si on enchaîne sur la positivité, Gottman a constaté avec son équipe que dans les mariages qui réussissent, et on extrapole dans les relations qui réussissent, il y avait un ratio de 5 pour 1 entre la positivité et la négativité. C'est-à-dire qu'il y avait 5 fois plus d'interactions positives que d'interactions négatives. Vous avez peut-être déjà entendu parler un peu de ces ratios. Des fois, on dit c'est 7 pour 1 ou 3. Enfin, voilà. Le ratio qu'a constaté Gottman, c'est 5 pour 1. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un ratio de 5 pour 1 de positivité sur la négativité? Comment ça se traduit pour vous? Qu'est-ce qui vous vient? Dans les feedbacks, dans les signes de reconnaissance qu'on adresse à l'autre ou aux autres?
Ouais, dans les signes de reconnaissance, c'est un très bon exemple. C'est le fait, typiquement, pourquoi on dit qu'il faut donner du feedback positif? C'est pour ça, justement. C'est pour construire, Gaël. Oui, c'est parce qu'on a déjà le biais où le cerveau retient de toute façon davantage le négatif. Donc, en ayant un ratio de 5 pour 1, peut-être qu'en fait, il devient 1 pour 1, quoi. Oui, alors, effectivement, le négatif, alors, je ne sais pas s'il le retient plus, en tout cas, oui, d'une certaine façon, il a une empreinte plus forte, le négatif. Et c'est ça le truc, c'est que c'est un peu comme un compte en banque, si vous voulez. Une relation doit avoir du positif. Donc, elle a un compte en banque de positivité. Chaque fois que vous dites quelque chose de positif à l'autre, vous l'alimentez, vous le créditez de 1. Créditez ce compte en banque de 1. Oui. Vous dites quelque chose de sympa, ça crédite de 1. Vous faites quelque chose de sympa, ça crédite de 1. À un moment donné, dans la journée, vous lâchez quelque chose de vraiment désagréable parce que vous êtes mal luné ou parce qu'il y a quelque chose qui vous a embêté ou autre, et vous sortez quelque chose de négatif. Là, le décompte, il n'est pas de 1, il est de 5. Et l'impact, il est beaucoup plus fort. Et donc, c'est pour ça que c'est important dans une relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, de mettre du positif. Mettre du positif, c'est le feedback, comme disait Sébastien, c'est passer des moments sympas ensemble, c'est voilà, aller au ciné, c'est faire un team building quand on est en équipe, c'est prendre un café avec son collègue et parler des choses qui ont bien marché dans la semaine. Vous voyez, il y a plein de, que ce soit dans du perso ou du pro, il y a plein de moments où on peut et on doit, justement pour ça, alimenter ce compte en banque en positivité. OK? Et je fais toujours attention à dire ici aussi, c'est pas le feedback en sandwich, peut-être que vous en avez entendu parler, le feedback en sandwich, vous savez, hein, le truc, je te dis un truc sympa, je te balance une crache et je te dis un truc sympa. Ça, ça c'est pas de ça dont on parle là, hein. Ça, c'est une très mauvaise façon de donner du feedback, c'est pas l'idée. Et là, l'idée, c'est juste, voilà, de se concentrer sur le positif, toujours alimenter dans du positif, parce qu'à un moment donné, on sait que, hop, bah, il va se passer un truc négatif dans une relation, c'est forcé. On ne peut pas toujours être parfait et sympa et tout va bien. Et dans ces moments-là, si on a assez de capital pour encaisser, ben on encaisse. Oui. Comment ça résonne ces trois éléments qui sont extrêmement puissants dans les résultats de Gottman? Comment ça résonne pour vous? Euh, pour moi, ça fait beaucoup de sens, vraiment, cette poids du impact négatif d'un commentaire négatif par rapport à les commentaires positifs. Et c'est là où vous avez parlé du sandwich que je retrouve souvent. C'est surtout où je suis en ce moment, dans ce pays de la France, c'est on te fait un compliment et c'est mais. Et en fait, ce qui se passe, c'est on part de la réunion que avec le mais en tête. Et on m'a appris dans l'école américaine, jamais mélanger les choses. Si c'est un moment positif, c'est un moment positif. Il n'y a pas de mais. This is an uplifting moment. Non so come dire. Oui. Et ça m'a énormément servi dans ma carrière, cette petite simple règle. Hein. Ça, c'est un moment de validation, un moment de congratulation, un moment de On le prend. félicité. On prend le positif. Non, mais même quand on fait feedback à nos équipes. Oui. Et le mais. Absolument. Il casse le reste. En fait, il enlève tout ce qui a été dit avant, en fait, le mais. Même, Voilà, même les enfants avec absolument. un bulletin scolaire, la Absolument. même chose. La même chose, la même chose. Donc, et c'est vrai que vous citez quelque chose qui est lié un peu à la culture. C'est vrai que dans la culture latine, on a moins cette tendance à dire le positif. Et d'ailleurs, souvent, on pense que les Américains, ils sont un peu naïfs. Ils sont tout le temps à voir que le positif. Et alors qu'en fait, voilà, on sait pourquoi justement il faut donner ce feedback positif. Il faut parler du positif pour alimenter cette positivité dans la relation.
Et la Et créativité, et l'empowerment, et absolument, non, c'est... absolument. Ouais, j'épouse la philosophie américaine, j'avoue. Ayant vécu les deux. Oui, c'est vrai, ça semble un peu naïf, ou peut-être un peu faux, des fois, faux, Oui, ça peut. falsifié. Hein. Bah, je ne sais pas qui parlait des cultures au début de la conférence. Et en fait, quelqu'un qui a, par exemple, un Français qui se met avec un Américain, il se méfie même. Et c'est rien, je juge ni un ni l'autre, Oui, hein, oui, 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 mais oui, mais il c'est des se méfie. différences. Il me dit, qu'est-ce qu'il cherche? C'est Qu'est-ce qu'il ça. cherche? Que c'est très, très intéressant, le dynamique. Très, très, très intéressant. Donc, en tant que, si demain vous suivez Hearst, ben, vous allez acquérir les outils. Déjà, vous allez revoir ça et vous allez reprendre, vous allez avoir cette prise de conscience de l'importance de ces éléments-là. OK? Mais une fois qu'on a ça, ben, en tant que coach systémicien, vous accompagnez des équipes, vous accompagnez des relations, vous êtes thérapeute de couple, vous avez un couple devant vous, ben, vous allez travailler avec ça aussi. Vous allez faire en sorte que leur apprendre à amener du positif dans leur relation, leur expliquer pourquoi c'est important aussi d'amener ce positif. Oui. Et vous allez avoir des outils pour les aider à amener du positif dans leur relation, que ce soit une équipe, un couple, deux associés, peu importe. Hein. Vous allez avoir ces outils-là qui vont vous permettre d'augmenter tout ça. Et vous, à titre individuel particulier, là, vous avez déjà des idées, j'imagine, qui vous viennent sur, bah, tiens, comment je vais faire avec mon partenaire pour augmenter ce 5 pour 1? Comment je vais faire la prochaine fois que je vais être en situation un peu conflictuelle avec mon compagnon euh, pour mettre de la positivité dans ce moment tendu, voire conflictuel dans lequel on est. Oui, parce que vous savez maintenant que ça aide. Dernière chose, et c'est c'est la plus importante, non, c'est celle qui va nous occuper pour le reste de la session, c'est ces fameux cavaliers de l'Apocalypse. C'est Gottman et son équipe ont découvert qu'il y avait 4 comportements qui sont, quand ils ne sont pas maîtrisés, sont des destructeurs des relations. Et c'est pour ça qu'ils les ont appelés les Horsemen of the Apocalypse. Et c'est cela qu'on va découvrir un petit peu ensemble là. Donc, si vous nous rejoignez et vous faites les fondamentaux, vous aurez un petit coup d'avance parce que vous les aurez déjà vus une fois, mais vous les verrez un peu différemment. Là, je veux simplement vous les exposer. Donc, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont... Le premier, c'est le blâme et la critique. Blâme ou la critique. Le blâme ou la critique, vous savez, c'est surtout quand en fait vous attaquez la personne et pas un comportement. C'est ça le point clé. Quand vous attaquez la personne, ben, elle peut rien faire. Elle est comme elle est. C'est pas un comportement que vous êtes en train d'adresser. Donc ça, c'est le blâme et la critique. C'est une toxine de la relation. Une deuxième toxine, c'est l'attitude défensive. C'est quand je rejette, je refuse, je suis pas responsable, c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est les autres. Vous voyez? Johanna est en train de rigoler, c'est bien, ça évoque plein de choses et je vais vous en parler un petit peu. Voilà, ça c'est la deuxième toxine de la relation. Une troisième toxine, c'est le mépris. Ah, le mépris, surtout en français, c'est des fois ça peut paraître fort. Personne ne se dit méprisant, mais derrière le mépris, il y a par exemple le sarcasme, le fameux humour négatif, le truc qui fait ah non mais je rigole, vous voyez, on balance une crasse soi-disant que c'est drôle et en fait ça c'est une forme de mépris. Vous voyez, et ça quand ça s'ajoute, ça devient effectivement extrêmement toxique. La condescendance, c'est aussi une forme de mépris. Donc, c'est pas juste le mépris tel qu'on peut l'imaginer très fort et on se dit non, c'est pas nous. En fait, je pense que chacun de nous ici, à un moment donné, a eu des mots sarcastiques ou un humour un peu négatif ou a été condescendant par rapport à quelqu'un.
Moi, je sais que ça m'arrive. Et quatrième toxine, c'est la dérobade. On en parlait, hein, c'est la spécialité des hommes. C'est le côté, voilà, non, tout va bien, j'en parle pas, je mets le mur là et je me cache derrière, quoi. Vous voyez. Donc, ces quatre toxines-là, elles existent toujours dans les relations. Vous voyez. Et si je vous donne une petite minute là pour réfléchir à deux questions. Une première, c'est penser à des relations dans lesquelles vous êtes. Que ce soit dans une équipe ou dans une relation interpersonnelle, juste vous avec quelqu'un, ou dans une équipe que vous voyez autour de vous, ou des relations que vous voyez autour de vous. Essayez de voir quelle est la toxine qui apparaît le plus souvent dans cette équipe ou dans cette relation. Laquelle se manifeste le plus souvent? Si vous pensez à un système autour de vous, une équipe, laquelle se manifeste le plus souvent? Vous n'aurez pas besoin de la partager, hein, mais juste connectez-vous à cette toxine-là. Bon, vous envoyez, vous trouvez, vous faites un lien. Et si vous vous connectez à ces toxines-là, peut-être même avant ça, allons-y un peu plus loin. Vous-même, normalement, vous savez faire chacune de ces toxines. Vous savez être dans la dérobade par moment, être dans une attitude défensive, être dans de la critique ou être dans une forme de mépris. Ok. Pensez, le truc, c'est qu'on a chacune de nous, un peu une préférée dans ces toxines-là. Il y en a une dans laquelle on va naturellement beaucoup plus facilement. Moi, souvent, c'est l'attitude défensive. Je suis assez vite dans ah non, c'est pas ma faute, et puis je réagis par rapport à ça. Vous voyez. Essayez de vous connecter aussi vous-même à la toxine qui vous vient le plus souvent, vous. Vous n'aurez pas besoin de la partager non plus, hein, mais ça vous aidera ensuite pour les antidotes qu'on va voir ensuite. Donc maintenant que vous êtes un peu connecté à ces toxines-là dans ce que vous avez vu autour de vous ou vous préférez, on va se poser une question qui est très intéressante, qui est de savoir, ces toxines-là, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire de positif? Quand vous avez quelqu'un qui est en train de critiquer une autre personne, voire de la blâmer, qu'est-ce qu'elle essaie de faire de positif? Qu'est-ce qui vous vient? La question, tu peux répéter? Si vous voyez quelqu'un qui est en train de critiquer quelqu'un d'autre, hein, de le blâmer ou de le critiquer. Si on essaie de voir le positif de la chose, qu'est-ce qu'elle essaie de faire, cette personne-là? Elle essaie d'améliorer la situation et elle voudra améliorer la personne. Voilà, elle essaie d'améliorer, d'améliorer la personne ou le produit ou que sais-je. En tout cas, c'est une intention positive. Elle le fait mal. En critiquant, tout ce que ça va générer, c'est autre chose. Ça ne va pas générer de l'amélioration. Mais c'est ce qu'elle essaie de faire. L'attitude défensive comme toxine, quand quelqu'un se met en attitude défensive, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Le positif. Easy, hein, c'est pas noté. Qu'est-ce qui vous vient? D'expliquer, de communiquer sa manière de voir les choses. Alors, dans l'attitude défensive, on est plutôt, on rejette la responsabilité quand même, hein. Mm. Donc, on est plus dans une forme de protection. On se protège soi-même, quoi. Vous voyez, on se met comme ça, c'est pas moi, on se protège. On essaie juste de se protéger parce que c'est trop dur de prendre le truc. Et en général, c'est qu'on s'est fait critiquer ou blâmer. Donc, du coup, c'est un peu la réaction par rapport à ça.
Mais il y a une intention positive. Je ne le fais pas juste comme ça, je le fais parce que j'essaie de me protéger. Parce que ça appuie quelque part chez moi sur quelque chose qui fait mal. Vous voyez, donc j'essaie de me protéger. Mais c'est mal parce qu'en fait, quand je me mets dans une attitude défensive, qu'est-ce que ça provoque chez l'autre? Il n'a qu'une envie, c'est d'insister encore plus, quoi. Vous Ouais. voyez, ça va l'emmener même quelque part vers du mépris. Parce qu'à force de me dire les choses, et moi je me défends, ok, ça va partir sur autre chose. Vous voyez. Mm. Le mépris, souvent aussi, alors c'est un peu plus compliqué, mais le mépris, quand quelqu'un est un peu dans la condescendance, du sarcasme ou autre, un des effets positifs que la personne cherche, mais elle le fait très mal, c'est un peu de se mettre en confiance. Vous voyez. Mm. C'est un peu, je monte sur les autres pour moi être au-dessus, quoi, vous voyez, pour pouvoir paraître, en fait. Et la dérobade, quand on est dans la dérobade, quelle est l'intention positive de la dérobade? On évite le conflit, quoi. On ne veut pas Ouais, amenuiser la situation. ouais. Et qu'est-ce qu'on protège du coup? Bah, on essaye de protéger la relation La inconsciemment. relation. Voilà. C'est ça qui est. Autant dans l'attitude défensive, on se protège soi, dans la dérobade, on essaie de protéger la relation, en fait. Vous voyez, on va pas en parler pour ne pas nuire à la relation. Vous Oui. pensez vraiment? Vous pensez pas, c'est aussi la dérobade, c'est aussi que la personne qui fait la dérobade ne veut pas montrer sa vulnérabilité. Aussi, bien sûr, aussi, Ah, aussi, ok. Parce que aussi, moi, aussi. le silence, c'est une façon de dire, moi, je rentre pas là-dedans, parce que sinon, je vais être exposée. Mais alors, tu vois, c'est ça le truc, c'est que sinon je vais exploser. Et si j'explose, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va faire exploser la relation. Pas exploser, exposé, vulnerable, Ah oui, exploser, exposed. ok. Pardon. Il y a ça aussi. Bon, tout ça pour vous dire que, vous voyez, dans les différentes toxines, ce qu'il y a, c'est que elles ont une intention positive, mais elles essaient de la faire d'une façon très maladroite et très, en fait, nocive et toxique. Et c'est ce qui fait que ça nuit à la relation. Et pourquoi on parle de cette intention positive? C'est parce que ça nous amène aux antidotes. Vous voyez, ça va nous permettre d'aller, pour chacune de ces toxines, essayer de trouver c'est quoi l'antidote. Donc là, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, je vous le laisse là si vous voulez prendre une copie ou autre, mais on va les balayer très vite et vous les verrez quand vous viendrez faire les fondamentaux. Mais je vous donne un exemple. Quand on est dans la critique et le blâme, ben, euh, un des antidotes, c'est de chercher la demande cachée derrière la critique et le blâme. Qu'est-ce qu'on Je cherche vais à vous me dire laisser. finalement? Merci. Je dois vous laisser. Merci. Merci, Pardon. John. Comme ça, je vous laisse finir ce chapitre sans moi. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir, Jonah. Si moi je me fais critiquer ou blâmer, ben, qu'est-ce qu'on cherche derrière à me dire? Si moi j'essaie de me connecter à ça, oui. Ou si moi je suis plutôt dans l'utilisation de la critique et le blâme, avant d'y aller, je me dis ok, qu'est-ce que je cherche vraiment à faire? Ok. Utiliser le je sens, je pense que, plutôt parce que quand on est dans la critique et le blâme, on est dans tu, le fameux tu qui tue. Mm. Hein, donc voilà, utiliser le je. L'attitude défensive, utiliser la reformulation. Moi, si je reformule quelque chose, déjà, moi, ça va me permettre de comprendre qu'on ne s'attaque pas nécessairement à moi, mais on cherche à me dire quelque chose. Les 2% de vérité. Qu'est-ce que ça vous dit, les 2% de vérité, éventuellement, comme ça? Est-ce que ça vous parle? Et si c'était vrai dans 2% des cas? C'est la question qui se cache derrière. Oui, s'il y avait 2% de vrai dans ce qu'on me dit, quoi. Plutôt que de tout rejeter, si je me dis il y a 2% de vrai, ce serait quoi? Ça permet d'ouvrir un petit peu la porte, oui, et de regarder. La dérobade, typiquement, un des éléments essentiels pour la dérobade, c'est de rassurer, c'est de créer l'environnement qui permet de discuter. Oui, c'est de rassurer sur le fait que voilà, on peut juste effectivement vraiment échanger, ça ne va pas nuire à la relation, ça ne va pas casser la relation. Voilà donc les différentes. Il peut y en avoir plein d'autres, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre pour chacune des toxines
qu'est-ce qu'elle essaie de faire, et puis de trouver le moyen d'arriver au but positif sans passer par la toxine. Donc, si demain vous faites la formation, ben, il y a cette prise de conscience, ces éléments qui vous permettraient d'accompagner aussi les personnes que vous accompagnez. Mais il y a aussi un atelier qu'on fait en équipe ou avec un couple, par exemple, pour leur faire prendre conscience de tout ça, d'une façon aussi qui est plus, euh, plus dans le corps et plus vivante que ce qu'on a pu faire ici. Ici, on l'a fait un peu avec les slides et un échange, mais quand on le fait en équipe, par exemple, c'est quelque chose où on va bouger dans l'espace, on va incarner les toxines, on va incarner les antidotes, on va favoriser cet échange-là pour travailler cette prise de conscience et derrière les antidotes. Et derrière, avec ça, avec une équipe, ils vont développer ce qu'on appelle un protocole de résolution de conflits. Dans une équipe ou dans un couple, par exemple, hein, ça peu importe, mais se mettre d'accord sur comment on va être au moment où ça va se tendre, par exemple. OK? Mhm. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ce sujet bien particulier de ce qui vient, entre autres, hein, des thérapies de couple et qu'on réutilise dans l'accompagnement, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, euh, puisque finalement, encore une fois, on est en relation. Et c'est ça la caractéristique. Et la relation perso, il y a les caractéristiques de l'intime en plus, évidemment. Mais sinon, tout ce qui vient de la thérapie de couple s'applique dans les relations professionnelles ou amicales ou autres. C'est de la relation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là qu'on peut prendre rapidement avant que je vous dise juste quelques mots sur le modèle en lui-même et puis la formation? Alors moi, oui, peut-être sur la thérapie de couple. Oui. Alors déjà, est-ce que c'est un module à part entière chez Orsk? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des livres, des films, que vous aimeriez recommander pour aller plus loin sur la thérapie de couple? Alors, la thérapie de couple, il n'y a pas un module bien particulier là-dessus. Euh, ce qui se passe, c'est que avec Hearst, on traite la relation. Et donc, on a des personnes qui viennent se former chez nous pour pouvoir ensuite accompagner des couples ou accompagner des familles, par exemple, des systèmes familiaux. Donc, on va pouvoir accompagner un système quel qu'il soit, que ce soit un système familial, un système organisationnel professionnel ou un système de 2 personnes ou une équipe de 15. Vous voyez. Donc, tous les outils qu'on va avoir tout le long des 5 modules sont des outils qui sont applicables pour accompagner un couple ou accompagner des associés ou accompagner une équipe. OK. D'accord. Après, sur la thérapie de couple, là, comme ça, je ne les ai pas en tête, mais à part Gottman. Et donc, le livre de Gottman s'appelle Les mariages heureux ont leurs secrets. Les mariages heureux ont leurs secrets. Et il existe en français et en anglais, évidemment. Et ensuite, il y a effectivement bien d'autres références que vous retrouverez dans la bibliographie qu'on vous fournit à chaque fois avec chacun des modules. Et je vais vous en parler un petit peu là. OK. OK. Merci. Donc, le modèle Hearst, on va pas le détailler ici. Sachez juste que c'est un modèle qui a été développé donc, maintenant il y a un peu plus de 20 ans. On dit que c'est un modèle intégratif parce qu'en fait, il y a plusieurs courants de pensée qui ont influencé ce modèle-là et de par le profil des 2 fondatrices, qui sont pour l'une psychologue et l'autre sociologue. Et voilà, donc elles se sont inspirées autant de la pensée systémique que des thérapies familiales, justement, que de la médiation et plein d'autres choses pour constituer ce modèle. Et donc, des fois, on a des personnes qui viennent suivre la formation et qui ont fait, par exemple, des constellations, qui ont fait de la gestalt,
euh, elles vont découvrir peut-être des choses qui sont un peu similaires, mais organisées et faites différemment dans le cadre du modèle HRSC. Ce que vous voyez dans la petite, dans l'étoile, peut-être que Sébastien est en train d'essayer de lire, Exactement. parce qu'elle est en petit. En fait, dans les branches, il y a ce qu'on appelle, c'est les 5 principes de l'intelligence relationnelle systémique, qui est l'intelligence des groupes, hein, l'intelligence émotionnelle des groupes, qui est une notion qui a été, vous avez entendu parler de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence sociale, qui sont les deux qui avaient été théorisées par Goleman. Et l'intelligence relationnelle systémique, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle de la relation, du système relationnel. Oui. Et ça, c'est ce qu'on apprend à travailler dans HRSC. Depuis le début jusqu'à la fin, tous les outils servent à développer cette intelligence relationnelle systémique, parce que c'est l'intelligence de la relation. Et ce que vous avez au cœur, c'est ce qu'on appelle les métatitudes, c'est les postures que peut prendre le coach pour accompagner les systèmes. Et là, ça en est une sélection, et ensuite pléthore de métatitudes que vous découvrirez dans les fondamentaux et ensuite dans Chemin. Et donc, la formation, elle est, donc tout ce que je vais vous présenter là rapidement se trouve sur le site coachinghorse.com. La formation, juste en quelques mots, elle est en 5 modules. Elle commence avec le module des fondamentaux qui fait 2 jours. C'est un peu les mezzés de la formation. Vous allez, aux fondamentaux, goûter un petit peu à des outils que vous allez pouvoir ensuite approfondir, ou des concepts que vous allez approfondir dans les 3 modules suivants. Mais dans les fondamentaux, vous allez découvrir le modèle que Sébastien, vous lisiez tout à l'heure. Là, on va rentrer dans le détail du modèle. Vous allez retrouver ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui avec Gottman et les toxines et l'atelier pour travailler avec les toxines. Voilà, plein d'autres. Vous repartez avec des fondamentaux. Vous avez 6 ou 7 outils ou protocoles que vous pouvez appliquer. Intelligence, géographie et chemin, ce sont 3 modules ensuite qui vont se suivre et qui vont adresser la relation par des angles différents. Intelligence, on va travailler le changement, et on va travailler l'intelligence relationnelle systémique. Géographie, on va travailler la créativité, la diversité, les rôles, les différentes strates d'un système. Chemin, on va aller travailler le rêve, la mission, l'essence. Et c'est des notions assez intéressantes qu'on ne voit pas ailleurs et qui sont liées à voilà, faire en sorte qu'une relation, un système relationnel se connecte à son essence, à ce truc qui n'est pas, c'est pas du tangible, c'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, mais c'est quelque chose que vous ressentez et que toute équipe ressent. Et c'est important que les équipes se connectent à ça pour dérouler ensuite leur plan d'action, hein. Intégration, c'est le dernier module. C'est un module qui vous permet de mettre un petit peu toutes les briques ensemble. Parce que dans la façon dont on fait la pédagogie, à chaque module, on va vous donner, vous expliquer un principe, vous faire une démo de l'outil ou du protocole qui permet de travailler avec ce principe-là. Et ensuite, on vous met en situation avec des scénarios pour appliquer ces outils. Et vous êtes à la fois soit client, enfin, une fois client, une fois coach, et vous vivez les outils comme ça, et nous, on vous donne du feedback et on a les débriefs. Mais vous voyez, à chaque fois, vous utilisez un outil bien précis, dans une situation bien précise. La vie, elle n'est pas comme ça. La vie, vous êtes coach, vous êtes appelé, on vous dit, tiens, il y a une équipe, ça ne va pas, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, vous allez analyser l'équipe, vous allez construire un plan de coaching, et vous allez utiliser les outils au fur et à mesure en fonction du besoin. C'est ce que vous apprenez à faire à l'intégration. Donc vous passez le week-end des 3 jours à pratiquer, pratiquer, pratiquer en fonction de ce qui émerge dans les situations réelles. Chaque module est co-animé, donc vous avez à chaque fois 2 formateurs. On a 2 assistants également. Et dans la salle, c'est autour d'une quinzaine, on peut monter jusqu'à 24, 26. Voilà. Mais en général, on aime bien avoir une quinzaine, vingtaine de personnes dans la salle. Et comme je vous le disais, les profils sont assez variés. Donc, on a des opérationnels, des coachs, des
des personnes des ressources humaines, des accompagnants du changement, différents profils. Ça, c'est à la fin des 5 modules. Vous êtes praticien systémicien ORSC et vous rejoignez la communauté, vous le faites fonder les fondamentaux, la communauté francophone et la communauté anglophone également, et les deux étant assez actives. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, voilà, ça, c'est la faculté ORSC francophone. Ce qui est intéressant de noter là, donc tout ça, c'est sur le site, mais ce qui est intéressant de noter, c'est on a des personnes qui sont franco-françaises, j'ai envie de dire, mais on a aussi des personnes qui sont Arzoum est turc, moi-même je suis libanais d'origine, Chris est anglais, Franck est hollandais. Donc il y a un côté interculturel, international dans l'expérience et dans la pratique qui est extrêmement riche dans la salle de classe. Et à chaque fois, vous avez deux formateurs, et ça tourne. Vous n'avez pas les deux mêmes à chaque fois. Donc, à chaque fois, vous avez des profils différents, ce qui vous permet aussi de voir des systèmes différents à l'œuvre à chaque fois. Et puis un peu de logistique, les sessions, vous les trouverez aussi sur le site. Donc les fondamentaux, on a une session qui arrive là les 15 et 16 mai, on a encore quelques places si ça vous intéresse, si vous êtes dispo. N'hésitez pas à nous rejoindre 15 et 16 mai. C'est un jeudi et un vendredi, ce sont des dates en semaine. La session d'après, ce sera le 26-27 septembre pour les fondamentaux. Ça vous permet de rejoindre, ces deux fondamentaux-là vous permettent d'aller rejoindre les modules qu'il faut faire dans l'ordre, hein, qui sont octobre, intelligence, novembre, géographie, décembre, chemin et intégration en janvier. Et vous avez une autre session qui va s'ouvrir aussi pour en semaine complètement, donc c'est mercredi, jeudi, vendredi. Ça commence en novembre avec les fondamentaux. Si vous avez des questions sur le programme en lui-même, vous pouvez les adresser à Carmen qui s'occupe de tout ce qui est logistique et opérationnel. Et on n'a pas parlé, le programme complet, 6 750, 850 € les modules des fondamentaux. Et si vous prenez les fondamentaux puis le pack des 4, vous avez intérêt à prendre le pack des 4 pour avoir un prix plus intéressant avec les 4 modules. Voilà, il est 14 heures. Une petite question comme ça avant de repartir, sur peut-être en 2 mots avec quoi vous repartez et dans quelle envie ça vous met. Et si vous avez envie de rester ensuite pour quelques minutes pour échanger, je suis dispo. Mais déjà, peut-être pour clôturer, je serais ravi de prendre vos partages sur avec quoi vous repartez. Je commence, moi. Merci pour Allez, Sébastien. Pour l'apport. J'ai envie d'aller en savoir plus sur le Love Lab et Gottman notamment. Et effectivement, je vois de manière concrète comment ces chiffres clés, ces trouvailles peuvent être aussi extrapolés aussi dans le monde des organisations et dans toutes les relations. Et ça me fait penser que j'ai suivi moi la formation éléments humains. Et je me souviens qu'il y avait des choses aussi sur ce que vous avez appelé les cabines de l'apocalypse. J'avais aussi un modèle sur ça, donc ça me donne envie de mixer. De mixer aussi. Donc merci pour ces apports-là. Super. Ravi. Et puis j'espère vous voir dans les fondamentaux, comme ça vous irez découvrir un peu plus ce qu'il y a derrière ORSC. Peut-être. Merci. Sylvie? Moi, je repars avec plus de concret, des termes qui me parlent plus et ça donne envie de pousser le sujet un peu plus loin, comment la systémique interagit en fait sur les personnes aussi et inversement. Donc merci pour ça et puis je pense participer prochainement à une de vos sessions. En tout cas, c'était très intéressant. Merci pour le partage. Avec plaisir, je suis ravi de vous retrouver aux fondamentaux aussi, du coup. Et surtout, n'hésitez pas à appliquer ce qu'on a vu là déjà dans vos relations, hein, parce que ça, c'est bonus, c'est dès maintenant, quoi. Exactement, oui. Merci. Super. Merci, Sylvie. Merci. Et Gaëlle?
Ouais, moi j'ai bien aimé de voir la stat avec 69% des problèmes dans les relations ne peuvent pas être résolus, ils sont liés au caractère. Parce que moi j'ai beaucoup travaillé justement sur la personne, même avec son identité, sa façon de voir les choses, de se gérer elle. Donc pour moi c'est vraiment le début de se dire, quand on n'est pas sur la personne, on est sur justement le groupe, le système. Donc je trouve ça intéressant. Surtout, je pense, par exemple, quand on est en coaching en entreprise et qu'il y a justement des conflits relationnels et qu'on ne peut pas changer l'autre alors. Du coup, surtout si c'est notre boss, si c'est un Oui, collègue. Donc là, ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, je pense qu'il y a soi, comment est-ce qu'on peut prendre les choses. Mais là, ce que j'entends, c'est aussi ben, comment est-ce qu'on peut changer la dynamique. oui. Voilà, donc ça, c'est un monde en fait que je connais moins, donc très intéressant. Super. Et ben, j'espère que vous le découvrirez un peu plus aussi en coach et découvrir un peu plus comment on travaille justement la relation et comment on vit les relations autrement et on les rend justes. C'est tout l'objectif de Holsk. Merci de votre présence. Moi, C'était un j'avais encore plaisir 2 d'échanger. questions si vous avez le temps après. Absolument. Je vais juste arrêter l'enregistrement aussi et puis et le partage. Et Et alors, je vous quitte là. Merci, Dany. Merci, Gaël, Sylvie. Au plaisir